Donc pour les collections, donc on peut se poser la question, mais donc pourquoi avons-nous besoin de collections d'objets? Donc pourquoi en fait ici? Donc ici vous avez plusieurs raisons. Donc ici, donc les utiliser afin de stocker une collection d'objets. Donc par exemple étudiants, professeurs, donc prof A, prof B, prof C. Donc nous ne savons pas lors de la phase de conception combien d'objets à créer. Donc, chose, je pense que vous l'avez compris, on l'a abordé à plusieurs reprises. Et donc, c'est très intéressant d'avoir donc des listes redimensionnables automatiquement et pas besoin de le faire manuellement. Et puis, il y a d'autres moments, donc les variables de référence individualisées ne sont pas pratiques. Donc, exemple, donc trop grand nombre donc d'objets à créer. Donc, prenons l'exemple d'un catalogue de cours universitaires. Donc, pour avoir des centaines de cours. Et donc alors, on peut stocker donc ces objets dans une collection. Et donc alors, heureusement Java résout ce problème par les collections, une catégorie spéciale d'objets. Parce que les collections, malgré qu'elles contiennent donc une liste d'objets, bah, ça reste un objet pour Java. Donc que sont les collections donc? Eh bien, c'est une manière de rassembler des objets au fur et à mesure de leur création. Donc nous pouvons les gérer en groupe. Donc nous pouvons les traiter par lot, donc appliquer un traitement donc sur plusieurs objets en même temps en un seul appel. Donc nous pouvons y référer, nous y référer éventuellement et individuellement si nécessaire. Et les collections contiennent et organisent des références à d'autres objets. Donc on peut avoir une collection de collections, il n'y a rien qui empêche de faire ça. Petite représentation visuelle donc de ce que c'est une collection. Une collection contient des références aux objets se trouvant dans la mémoire en dehors de la collection. Ça veut dire qu'un objet de type liste, il contient une liste de références pointant vers des objets, donc peut-être de même type, comme ici par exemple bank account. Là, chaque référence pointe vers un objet, bank account. Ensuite, vous avez un petit diagramme de classe des collections Java. Euh, et c'est quoi? C'est une hiérarchie de types d'interface et de classes pour la collection d'objets. Et chaque type d'interface est implémenté par une ou plusieurs classes. Okay. On reviendra sur ce diagramme de classe. Et donc alors, l'interface collection est à la racine. On peut consulter la documentation en ligne de Java. Donc Java Dev Doc Collection. Donc là, vous allez voir que donc cette collection contient des méthodes. C'est un ensemble commun de méthodes à toutes les collections. Donc ils sont déclarés à un niveau supérieur. Et comme vous le voyez, soit alors on peut ajouter un élément. Maintenant, vous comprenez bien cette écriture, hein, donc vous avez un type donc générique. On peut ajouter donc une collection à une collection existante. On peut supprimer tous les éléments donc grâce à la méthode clear. On peut vérifier donc la présence d'un objet grâce à la méthode contains. Contains all, eh bien voilà, donc la présence d'une collection dans une autre. Equals, eh bien la vérification. Ici, donc comparer l'objet passé en paramètre avec donc cette collection. Le hashcode, c'est pour générer un identifiant haché en fait, donc fonction de hachage. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se baser sur un objet pour générer une clé issue d'un hachage en fait, donc des attributs d'un objet. On peut vérifier si une collection est vide. On peut itérer sur une collection grâce à la méthode iterator ici. Remove, et puis vous avez voilà, une liste de méthodes qui va nous permettre de faire tout ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en fait à cette documentation. Donc voilà, elle explique bien donc ce que c'est une collection. Voilà, donc vous avez en fait donc l'ajout d'un objet, la suppression d'un objet, la récupération d'un objet, itération, obtenir donc des comptes,
Donc répondre à une question vraie ou fausse, donc voir si un objet est présent dans une collection ou pas. Screenshot de la documentation. On revient donc sur la classe, diagramme de classe. Et donc vous avez essentiellement trois types de collections. Vous avez donc, ce qu'on appelle les dictionnaires. Et les dictionnaires, c'est quoi? C'est une sorte de liste un peu spéciale. À la place de déléguer la gestion des index au framework Java, mais c'est nous qui allons gérer ça. Donc, prenons l'exemple, par exemple, d'un système de logging. On peut bien envisager ce cas. C'est avoir une collection. La collection elle contient quoi? Une clé et une valeur. La clé, ce sera par exemple la date avec les secondes, parce qu'elle va être unique, la clé. Donc, des moments, on suppose que on n'aura qu'un seul événement à chaque seconde. Et donc, l'objet, ce sera un string avec le nom de la classe, le nom de la méthode qui a été appelée. Exemple, liste ordonnée. Donc, liste ordonnée, bah, c'est une liste, en fait, voilà, avec des éléments où l'ordre est important. Donc, c'est-à-dire, quand on fait une insertion, il faut que le mécanisme d'insertion place cet objet au bon emplacement. Ça va? C'est un petit peu coûteux parce qu'il va falloir exécuter un algorithme de tri, mais le résultat est important car après l'insertion, les objets sont triés dans un ordre bien spécifique, bien défini. Ensuite, vous avez les sets. Eh bien, les sets, vous avez une interface set ici et vous avez deux implémentations de cette interface. Vous voyez ici, le stéréotype interface pour dire que set est une interface. Et là, vous n'avez pas ce stéréotype interface pour dire que H7 et TreeSet, ce sont des classes qui implémentent cette interface. Et vous voyez la convention ici, c'est des pointillés, donc c'est une implémentation. Là, par contre, c'est un héritage. Ça va? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est entre interfaces. Donc, ces interfaces héritent de cette interface collection. On peut sans aucun problème avoir cette notion d'héritage entre les interfaces. Voici un exemple. En l'occurrence, vous avez collection est une interface parente des interfaces list et queue. Okay. Jusqu'à maintenant, depuis l'application BMS, on a utilisé list et ArrayList. Et je vous ai dit que vous considérez ça comme un black box. Ben maintenant, ce n'est plus un black box, c'est un white box. Vous devez comprendre ce que c'est. Et comme vous le voyez très bien ici, je reviens vite fait sur un BMS et vous allez voir que ici, dans la classe client, vous avez une liste de comptes bancaires, car un client peut avoir plus qu'un seul compte bancaire. Ici, on avait utilisé list, mais là, on avait utilisé ArrayList. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas instancier une interface. Il faut associer une classe. Le ArrayList, en fait, ici, c'est une classe qui implémente l'interface list. D'où cette écriture list, compte bancaire, ArrayList. D'accord? D'où la remarque de Amine tout à l'heure concernant, tu te souviens? Oui, oui. Donc, concernant la méthode main, tout en haut, ici, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait utilisé e-service-base et là, par contre, on a utilisé une classe. Ça va? Interface, classe. Donc, les choses un peu se rejoignent un peu, hein, ça va? On va petit à petit synthétiser. Donc, liste ordonnée. Ok, on va faire un petit zoom sur cette partie, hein, d'accord? Ok, ici en rouge. On va zoomer, laissons les autres parties après. On va faire un petit zoom. Liste ordonnée, mais qu'est-ce que c'est que ces listes ordonnées? Vous avez, souvenez-vous, donc deux interfaces qui héritent de l'interface collection, list et queue. List est implémenté par ArrayList stack et queue est implémenté par linked list et priority queue. Donc, liste ordonnée. Donc, les listes ordonnées sont réalisées en Java en utilisant liste interface et queue interface. Exemple, une liste d'attente d'étudiants. Et donc, ces étudiants doivent respecter l'ordre. First in, first out. Donc, on doit respecter l'ordre. Donc, les listes ordonnées, pardon, il y a en fait ici des step by step. J'ai commencé de la fin. Hop, je ne les ai pas vus. Donc, les listes ordonnées nous permettent d'insérer des articles dans un ordre particulier, autoriser leur récupération ultérieure dans le même ordre. Vous voyez un peu ceux qui ont fait de la comptabilité FIFO et LIFO. FIFO first in, first out. Donc LIFO c'est last in, first out. D'accord? Donc, ensuite,
Par défaut, les éléments sont ajoutés à la fin d'une liste ordonnée. L'exemple, une liste d'attente étudiant. Donc, des objets spécifiques peuvent également être récupérés en fonction de leur position dans la liste. Ok, donc liste des implémentations d'interface. Vous avez ici donc FIFO, first in, first out. Donc accès aléatoire à faible coût. Donc l'accès aléatoire a un faible coût, pourquoi? Parce qu'on ne doit pas parcourir toutes les 1 million records en fait, donc juste avant. Donc pour atteindre le dernier élément. Donc insertion et suppression coûteuse. Donc tableau qui se redimensionne si besoin. Donc les linked list, donc accès séquentiel, insertion séquentielle à faible coût, donc accès aléatoire à coût élevé. Bon, donc ici c'est quelques implémentations, des exemples de quelques implémentations. Vous avez l'interface liste. Si vous consultez la documentation, eh bien, ici, vous allez constater que liste, extend, c'est quoi? Collection. Or, ce sont deux interfaces et on utilise le mot-clé extend à la place de implement. C'est pourquoi? Parce que ce sont deux interfaces. Il ne s'agit pas d'une implémentation d'une interface, mais c'est une extension en étant une interface par an qui est collection. Voilà, les array list, en fait, il s'agit de classes. Bah, on peut sans aucun problème, ici, donc dans la classe BMS, donc, utiliser array list, il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, aucune erreur, sauf qu'en fait, votre code est plus rigide. Donc, si vous mettez list ici, aujourd'hui c'est array list, demain, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a array list et quoi encore? Stack. Donc, il suffit juste de changer donc la classe à appeler et donc alors, voilà quoi. Et donc alors, en utilisant donc les array lists, eh bien, on profite de cet avantage de table redimensionnable, Voilà. Ensuite, donc les crochets, vous l'avez compris, hein, donc ça c'est pour la généricité, donc générique, d'accord. Donc on peut passer en fait ici une entité, référence de la classe ArrayList, donc de la Java. Donc on peut, voilà, ArrayList en fait, voilà, vous pouvez, comme on a consulté ici, vous pouvez consulter l'ArrayList, donc si vous voulez. Ensuite, donc déclaration et utilisation des listes de tableaux. Donc ici, on peut donc ajouter par exemple un élément dans un array list. Concrètement, comment ça marche? Vous avez l'array list ici. Donc le premier élément, donc quand on déclare en fait un array list, eh bien il a une taille de 0. Voilà, quand on l'instancie, il a une taille de 0. Ensuite, on peut utiliser la méthode add pour ajouter un objet à la fin de la liste du tableau. Et donc alors, il suffit juste de faire un names. Point. Vous voyez, donc non, c'est names.add. Donc on se retrouve avec une liste avec une taille de 1, un deuxième ajout, puis un troisième ajout. Et voici ce qui se passe concrètement. Donc names est une variable de type référence qui pointe vers un tableau, donc un array list. Voici le premier ajout, le deuxième et puis le troisième. Ça va, la taille est incrémentée, est augmentée au fur et à mesure. Donc un petit schéma explicatif donc, qui montre un petit peu plus en détail cette déclaration. Vous avez le variable type, donc le nom de la variable, et puis une array list avec une taille 0, et hop, quand on ajoute donc, nos éléments. On peut récupérer un élément à partir de son indice, et voilà. On peut donc ajouter, et on peut retirer un élément en passant l'indice. Donc alors, voilà, donc retirer le premier élément, et bien vous avez un qui disparaît de la liste. Ça va. Premier élément, c'est voilà, c'est le deuxième élément dans la liste parce qu'on commence l'indexation à partir de 0. Donc la méthode remove, eh bien il y a 3 étapes qui s'exécutent. Donc supprime l'élément à une position donnée, donc déplace tous les éléments après l'élément retiré d'une position vers le bas et réduit la taille de la liste du tableau de 1. Names.remove 1. Tac. Donc il y a un petit TD. Hop.
Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser 5-10 minutes. L'objectif c'est quoi? C'est écrire une classe de test Aurelis Demo pour afficher les mots d'un fichier words.txt sous forme de liste. C'est-à-dire que vous avez votre application Java, il va lire une liste de mots à partir d'un fichier .txt. Dans le même répertoire, vous avez votre application et il va créer et enregistrer le fichier donc avec le contenu suivant. Et donc alors, vous allez simplement imprimer les éléments dans l'ordre. Vous l'imprimez d'abord dans un ordre. On va le faire ensemble, c'est plus facile. Ouais. Donc on va imprimer les éléments. Voilà, on va les imprimer tels qu'elles sont et puis on va les imprimer dans l'ordre inverse. Ça va? On va tous faire ça. D'accord? Et donc alors, Un nouveau projet. oui, hop. Donc vous allez créer un nouveau projet et vous allez le nommer. On récupère le nom, hop, rename. Donc du cours, copier, hop, new. Le quoi? Donc alors, Java Dev, attendez, donc juste une seconde, vous avez Java Dev, donc les indispensables, la généricité. Ok, donc ce que vous allez faire, juste une seconde pour être sûr, hop, d'un truc. Donc Java, parent, hop, auteur, donc les indispensables, la généricité. Donc vous allez créer un deuxième dossier ici. Donc Java 2E, Java Dev. Donc 0.5 Java les indispensables, oui. Donc c'est à l'intérieur, pardon. Donc de 0.5 Java les indispensables. Vous avez 5.0 la généricité. Et 5.1 c'est où? C'est ça. Vous allez simplement dans ce dossier, vous récupérez le nom de ce dossier. Donc vous allez devoir le taper parce que vous n'avez pas les droits pour renommer ce dossier. Vous créez un dossier. Donc Java les collections. Ça va. Donc alors, ensuite, donc Java les collections. On va créer un nouveau dossier. Donc ici, je vais mettre le même nom, tirer court. Voilà, c'est des petits exemples de cours, on va les mettre ici. Close all. Donc BMS. Donc alors, ici, vous voyez l'arborescence ici, donc Java Dev, 0.5 Java les indispensables, 0.1 les collections, donc 5.1 les collections cours. On va créer un projet à cet emplacement, cet endroit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc, pour le nom du projet, moi je vais utiliser le même nom ici, ça va? Donc project name, hop, ici. Sauf que le projet, je ne vais pas le mettre dans mon space par défaut, je décoche cette case là, use default work location. Et là, je vais coller mon chemin qui est ici. Ça va? Et je clique sur finish. Non, next. Ensuite finish. De toute façon, je ne changerai rien ici. Finish. Le quoi? Le quoi, pardon? T'es sur quel écran? Ok, d'accord. Donc, tu as bien spécifié le répertoire. Tu décoches cette case. Ouais.
Tu viens dans le manche là. Ok, c'est bon. Oui. Donc en perspective. Voilà. Ça va? Oui. Ça va tout le monde? Il y en a parmi vous qui ont des soucis. Moi, j'ai fait pour les Si vous ne faites pas comme moi, vous allez faire et on va perdre beaucoup de temps. On aurait pu faire chez moi. Moi, je n'ai pas si je le Moi, j'ai fait T'avais une télé qui se réglait. Tu rigoles, mais c'est l'antenne et on était en pleine campagne C'est ouf, le mec il a hacké le système de télé. c'était genre une antenne avec des trucs normales et puis après t'avais genre une coopération des filles qui rentrent qui sortent des filles. Et tu l'as bougé au-dessus de la télé puis À l'ancienne, ils étaient là, je fais ah ouais, Westworld, je pense que c'est celui-là. J'avais regardé. c'était pareil, la première saison elle était trop bien, la saison 2. Donc, si vous ne faites pas les mêmes clics que moi, vous allez être perdu. Et nous, on va avancer. Et donc, s'il vous plaît, vous faites exactement ce que je veux. Les clics, à gauche, alors tout est calculé à l'avance. Sinon, on peut facilement perdre des heures en fait à essayer. Parce que vous êtes 16, c'est la première fois que j'ai 16 Mais ça va juste faire. Non, mais je dis ça pour tout le monde. Merci de donner l'occasion pour rappeler cette règle. Parce que comme je le faisais à l'oreille, j'ai aussi. C'est pas pour toi, mais je le dis en fait pour tout le monde. Je vous le dis parce que, en fait, c'est. Voilà. Ici. Il n'y a eu aucun problème. Je connais pas. J'espère avec ah oui, il a fait Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, super. Ok. Donc on va continuer. Donc ici. Donc regardez en fait, donc quand on a créé notre projet, qu'est-ce qu'il a fait Eclipse? En fait, il nous a généré. Vous voyez en fait donc les collections, donc ici courent. Il nous a généré des fichiers, des metadata. En fait, ces metadata, vous avez le point projects. Faites attention parce qu'on risque en fait d'avoir des projects qui s'imbriquent et là ça, vous allez faire des push et des pulls et là vous allez être perdu. Donc ici,
Project, ça c'est le fichier qui contient des informations sur le projet. Ici, vous avez donc classe path, référence vers les librairies, et c'est là où on va ajouter nos classes. Donc, voici notre projet sur Eclipse. On va l'utiliser pour faire notre implémentation. Et donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a créé donc chaque fois la couche présentation et puis la couche service, mais on va faire pareil. Hein. Comme ça, on prend les bonnes habitudes. Donc, on va créer une interface. On va créer un package. Ça va? Regrouper logiquement nos classes. Donc, new package. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme point. On va traiter quoi dans cet exemple? Sorted file. Donc, l'application, disons, c'est sorted files. Bien sort tout court. Donc, sort. Point. Présentation. Présentation. La même chose, je vais ajouter un deuxième package. Ça va être quoi? Donc, comme point sort point service. Donc, dans ce package de présentation, je vais ajouter une classe. Je vais nommer cette classe avec S en majuscule, donc sort app. Étape 1, étape 2, donc je vais cocher la case, donc public static void main, comme ça il va me générer la signature de la méthode main, je gagne 1 ou 2 secondes, 5 secondes. Ensuite, je vais implémenter cette méthode. Donc je vais déclarer d'abord une liste dans laquelle on va stocker les mots qu'on va trouver dans notre fichier Word. Eh bien, je vais utiliser ici Euredis juste pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une interface. Utiliser donc la classe sans problème. Et donc alors, c'est une classe générique. Je vais lui passer le type string, car les données que je vais récupérer sont du type string. All words est égal à quoi? Est égal à new ArrayList. Contrôle espace, ça va? ArrayL, donc ArrayList. Point virgule, et je remplace le E avec le type string. Donc jusque là tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement aller sur le disque et lire le contenu d'un fichier texte et le charger en mémoire. Comme ça, on va le stocker dans une liste, d'accord? Et donc alors pour faire ça, on va utiliser le scanner. Donc scanner, on va l'appeler input, new, scanner. Et alors cette fois-ci, on va lui passer un objet de type file. Et cet objet de type file, il a besoin du chemin vers le fichier, le nom du fichier .txt, comme paramètre. Ok, CTRL S, CTRL SHIFT O pour ajouter les imports. Et là, dans la liste, je vais choisir java.util. Si vous ne sélectionnez pas java.util, vous aurez toujours ces erreurs. Donc c'est java.util. Ensuite, pour l'objet file, il se trouve dans un package java.io.file. Ça va? C'est le deuxième. Pas celui-là, mais celui-là. Oui, donc à mon avis, il faut gérer les exceptions. Tu connais le raccourci pour générer les exceptions? Ou bien je le fais manuellement? Ouais. Bah ça va. On va simplement survoler donc l'erreur. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez. In under the exception type file not found exception. Regardez. Parce qu'en fait, vous allez voir avec moi, juste après, les exceptions. Cette méthode main, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller lire sur le disque un fichier. Et donc alors vous, développeurs, vous supposez que le fichier existe, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'il se peut qu'un
quelqu'un renomme ou bien supprime le fichier, il faut donner la possibilité à la méthode main de remonter un message d'erreur s'il ne trouve pas le fichier, de remonter une exception file not found exception. Pour ne pas afficher un message d'erreur bizarre à l'utilisateur final où il ne va rien comprendre, eh bien nous on va catcher cette exception. Quand l'application ne trouve pas le fichier, il va nous déléguer le traitement de cette erreur. Nous, on peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on fait d'habitude dans une application professionnelle, deux choses. La première chose, c'est loguer le message d'erreur là, donc bizarre, qui contient les traces, pour débugger en fait donc l'origine de l'erreur. Ça, on le log, on le stocke quelque part dans un fichier, et on affiche un message friendly, user friendly à l'utilisateur final. Votre application rencontre un problème, contactez le helpdesk, tout simplement. Parce que lui, il ne peut pas exploiter en fait les données techniques, ça n'a pas de sens. Première raison. Deuxième, eh bien, quand vous laissez les messages par défaut remonter au niveau de l'interface, eh bien, vous donnez la possibilité à des hackers, parce qu'il va scruter les détails du message d'erreur, et il va chercher d'après une faille quelque part. Parce que les détails des messages d'erreur, ils contiennent des informations précieuses pour les hackers d'hacker et de pirater votre application. Donc, jamais laisser remonter ces messages techniques à l'utilisateur final et à l'interface. Toujours les loguer à l'intérieur. Comme ça, le développeur, il reviendra pour voir un peu ce qu'il faut faire. Le raccourci, c'est Contrôle 1. Il faut le trouver, hein, le contrôle 1. Il faut être vraiment avoir le curseur. Ici Oui. Contrôle 1. Ah, c'est parce que le pavé numérique est désactivé chez moi. Ah voilà, c'est ça. Regardez ici, c'est intéressant, parce qu'en fait, vous avez deux possibilités. Vous avez le add froze et vous avez le surround with try catch. Ça, c'est une méthode qui va faire un traitement. C'est vraiment simple. La méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Il va lire le contenu d'un fichier, il va le trier. Eh bien, il y a deux choses. Soit alors, cette méthode gère cette exception comme un grand, il va gérer, donc il va détecter le message d'erreur, il va donc faire le nécessaire et nous dire ok, j'ai pas pu faire le traitement, c'est bon. Soit alors, cette méthode va être appelée par un programme appelant, et elle va simplement déléguer le traitement de cette erreur. Elle est incapable de se gérer elle-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement remonter l'information à un programme appelant, et lui, il va voir ce qu'il va faire. Soit il va recréer ce fichier quelque part, le préparer et puis réappeler la méthode, soit il va remonter l'information, donc votre application rencontre un problème, contacter l'helpdesk, soit. Ok? C'est ça les deux possibilités, ça va? Soit je gère moi la méthode, moi-même l'erreur, soit je la délègue à mon programme appelant, à la deuxième ligne, dans un centre helpdesk, ça va? Dans ce cas-là, on va la remonter au programme appelant. Et là, vous voyez ce qui a changé ici? Juste après la signature de la méthode, entre la parenthèse fermante et l'accolade ouvrante, on ajoute le nom de l'exception qui est susceptible d'être rencontré. Là, on ne dit pas qu'on va rencontrer ce problème, mais supposons que, hop, regardez, je me suis trompé, et dans mon application, je n'ai plus le bon nom. Il ne va pas trouver cette application, il ne va pas trouver ce fichier avec son nom, et donc alors, l'exception va être levée, et elle va être déléguée au programme appelant. Voilà. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va parcourir donc le contenu de ce stream input, ça va, de ce flux entrant, et on va le récupérer. Donc, on va récupérer élément par élément. Et donc, alors pour faire ça, on va utiliser une boucle while. Une boucle while. Et dans cette boucle, on va utiliser la deuxième version hasNext. Et donc, à chaque fois dans ce fichier, tu as trouvé un élément, et bien, continue à boucler tout simplement, en passant d'une ligne à l'autre. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement stocker le résultat, donc le contenu de la ligne, dans une variable de type string. On va l'appeler Word, ça va? Word. Hop. Et on va l'ajouter à notre collection allWorld.add. Hop. String Word. Point virgule. Ça va? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher
Donc notre collection, donc sysout. Ensuite, on va inverser l'ordre. Ça va. Et donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs alternatives, hein. Donc vous avez, par exemple, on va parcourir donc la liste de la fin. Comme ça vous fait un petit rappel de la boucle for. Et donc alors, on va partir de la taille donc de la liste point size. Donc moins 1 parce qu'on commence de 0, hein, ça va. Ensuite, tant que i est supérieur ou est égal à 0, on va jusqu'à 0. On va décrémenter la valeur de i. Je sauvegarde. Et on va tout simplement afficher les éléments dans un ordre inverse. Donc c'est ça. On peut mettre size moins 1 et inférieur ou égal à 0. On va mettre size et juste inférieur à 0. Les deux sont valables. Donc soit on fait comme ça, soit alors vous faites comme ça. Strictement supérieur à 0. Ça va. Ensuite, donc on va afficher notre liste. Get. Là, on va récupérer les éléments en passant donc le variant, souvenez-vous, hein, donc la notion du variant, plus on va faire un petit formatage ici et on ferme la parenthèse. Il vaut mieux faire un print qu'un print line. Ok. Il va sauter une ligne, je crois. Ça va, comme ça on va les afficher dans la même ligne, c'est ça? D'accord, très bien. Ok, écoutez, on va créer un fichier, words, c'est ça? C'est words. Hop. Ce fichier, on va le mettre où? SRC? On va voir. Ah oui, dans ressources, ouais. Comme ça, il va récupérer le... C'est un dossier spécial, hein, non? Add folder. Use default location folder is not located, donc link, alternate link. Donc folder name is empty. C'est quoi ça? Donc on va l'ajouter. Donc un dossier ressources 16. C'est à la racine normalement du projet. New folder. On va l'appeler donc resources. Donc si je vais dans build path, la ressource. Ah oui, c'est à partir de là. Donc apply. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai ajouté, soit alors vous l'ajoutez comme je l'ai fait, soit vous allez dans build path, soit new source folder, ou bien configure build path ici. Et dans cet onglet, hein, donc c'est bien caché, source, vous ajoutez un folder et vous cochez cette case. Comme ça, il va le considérer comme un dossier contenant des ressources.
Et dans ce dossier, je vais ajouter un fichier que je nommerai donc words.txt. Et dans ce fichier, je vais ajouter It is a beautiful day. Donc, je sauvegarde. Je vais dans Navigator. Je vais dans 5.1. Vous voyez? Et en fait, quand j'ai sauvegardé, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer les ressources statiques. C'est quoi les ressources statiques? Ça peut être en fait des images, ça peut être des fichiers CSS, des vidéos ou bien des fichiers texte. Alors regardez, il les a copiés dans le dossier bin ici. Voilà. Comme ça, il les rend disponibles à cette application. Et donc alors, on va exécuter une fois notre application, run as. Il y a une erreur. File not found, il ne l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé le fichier. Donc le fichier spécifié est introuvable. On va mettre un breakpoint ici. On va relancer en mode debug. C'est juste qu'il faut mettre ressources UH-Word.txt. Ouais, tu l'avais. D'accord. Le path. Resources slash. Sans slash à la fin alors. Donc je teste. Voilà, très bien. Ça marche. Donc effectivement, donc il fallait mettre ressources slash words.txt. On recrée un dossier. Ouais, je crois aussi. Je suis allé vite. Donc un clic droit, vous allez sur build path. Oups, donc build path, configure build path, source et add folder. Create new folder. Ça va tout le monde? On clique sur le bin et à ce niveau-là, ouais. Oui, il faut cocher en fait, il faut ajouter create new folder, folder name, et puis alors bah, vous faites next et c'est bon. Tu peux refaire la vanille parce que comme ça montre plus Ok, donc je vais une fois sauvegarder le fichier. Je vais faire plutôt une copie document. Donc je supprime ce dossier et je recommence. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc je clique droit sur le projet. Donc je vais sur il y a plusieurs manières de faire. Donc moi je vais choisir celle-là. Donc build path, configure build path. Vous cliquez sur source. Vous allez sur add folder. Et vous cliquez sur create new folder. sans changer de source. Faut pas. Vous ne faites rien en fait. Donc ici vous cliquez sur create new folder et vous tapez le nom. Ici, donc resources. Resources, c'est bon? Next. Finish. Il faut que resources en fait soit cochée. Elle va être cochée ici par défaut. Quand vous l'ajoutez, elle va être cochée. Ça va, vous cliquez sur OK. Et donc alors, du coup, il va apparaître ici.
Apply. Hop. Et vous devez avoir un petit carré bleu. Si vous n'avez pas ce petit carré bleu, donc c'est qu'il y a un problème. Ça va? C'est pas grave. Un petit carré. Vous déplacez, donc vous, je ne sais pas si vous avez le fichier, le fichier texte. Vous l'avez déjà? Vous l'avez tapé? C'est juste un fichier contenant cette phrase, ça va? Moi, je suis dans le règlement, j'ai fait carré avec moi, c'est un Ça va pour ça. Tu vas taper file, tu vois tout à fait file. Sinon, tu vas dans l'explorateur de fichiers et tu fais un fichier texte. Ouais, juste. je suis dans la suite. C'est bien, ça va. Ça va pas pour le monde. Quand tu vas pouvoir le renouveler, Allez, let's go. Hop, c'est bon. Et quand vous exécutez votre application, vous devez avoir ce résultat. Ça va? Je vais laisser le print Hélène, enfin, parce que comme ça, on va voir. Ah, non, c'est bon. Ça va. Ça va, on va continuer? Non, Tu as des erreurs? ah oui, d'accord. Pour qu'il considère pas une hiérarchie de je vais mettre dans le. c'est bien. Ça va? Ça va? Oui, Ça va,
les autres. Ok. Donc ensuite, voici, on vient de faire cet exemple. Voici le code source, hein, donc je vous invite à le refaire chez vous. Si, si ce n'est pas clair, donc au moins, bah voilà, vous avez l'exemple ici, et essayez de le faire sans regarder dans un premier temps. Vous regardez un peu et vous réessayez sans regarder jusqu'à ce que vous le faites sans regarder le code. L'objectif, c'est quoi? C'est entraîner vos mains et votre esprit en fait à coder et avoir une mémoire visuelle aussi. Donc alors, ce slide, tout simplement pour expliquer la version simplifiée de la boucle for each. D'accord? Cette boucle, c'est celle qu'on a utilisée ici. C'était pas là. Mais bon, ça c'est une boucle qu'on avait utilisée tout à l'heure dans l'exemple donc Smart Drive. Et donc c'est une boucle for each en fait. Ici vous avez for, mais c'est une boucle for each. Pour chaque élément dans la liste names, eh bien affiche cet élément. On le récupère dans un objet. Voici le type de l'objet, c'est string. Eh bien celle-là, c'est tout à fait l'équivalent de celle-là, qui est ici avec le variant, le compteur, l'index. Ça va? Et donc alors là, il y a un petit point qui est important, c'est la copie des tableaux. Faites attention, il y a ce qu'on appelle le deep copy et une copie normale. Donc en fait, quand vous copiez une liste dans une autre, si vous faites une copie, on avait vu ça dans la partie programme orienté objet, vous copiez la référence, l'adresse, mais vous ne copiez pas le contenu. Donc ce qui se passe en fait ici, donc, c'est que vous copiez la référence et pour faire une copie conforme d'une liste de tableaux, construisez la copie et la transmettez la liste d'origine au constructeur. Voici comment faire une copie en profondeur. Donc, deep en anglais, c'est en profondeur. Et donc, alors, ça, c'est la liste d'origine et ça, c'est la copie. Donc, pour copier le contenu d'une liste et pas simplement la référence pointant vers la liste, eh bien, il va falloir faire cette écriture. Donc, vous passez dans le constructeur ici le nom de la liste origine. Ça va? Et vous la passez à ce constructeur. Et donc, alors, ce que vous affectez, c'est une copie que vous affectez à la nouvelle liste qui est new names. Ça va? Comme ça, vous faites une copie totalement indépendante et un autre emplacement mémoire dans le heap ou bien le tas. Par exemple, la liste même, il faut d'abord la déclarer avant de l'affecter. Oui. Donc en fait, donc c'est toute une déclaration. C'est comme ici, hein, donc friends par exemple, tu vois. Eh bien, tu as une autre instruction, donc array list string names. D'accord? C'est l'exemple en fait qu'on utilise quand. Donc il est quelque part ici, tac, un petit peu plus loin. Donc ça c'est la liste friends. Et ça c'est la liste names. J'ai mis nom ici, mais c'est names. Ça va? C'est le même exemple en fait que je fais évoluer à travers les slides. Ça va? Donc on l'a déjà déclaré dans ce slide. Ça va? Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, voici un screenshot que je trouve intéressant et qui vous montre, récapitule donc certaines informations. Je ne vais pas le relire parce que c'est ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant. Donc les méthodes add, donc voilà, remove. À cet emplacement, tu injectes cette valeur. Et ensuite, donc la boucle pour parcourir donc la liste. Vous avez la notion de wrapper. On a déjà abordé en fait donc ce sujet. C'est que vous avez en fait donc des types INT, donc des types primitifs qui contiennent des valeurs, mais ils ne contiennent pas des traitements sur des valeurs. Eh bien, c'est un entier simple en fait, donc qui contient que la valeur, c'est un seul emplacement de mémoire. Eh bien, on aimerait que ce type en fait primitif lui donne des super pouvoirs. Qu'est-ce qu'on s'y dit? Bah écoute, INT, on va le wrapper, donc envelopper, dans un type URO, en fait, une version reloaded si vous voulez. Donc ce serait integer pour INT. Et l'INT, elle est où? Tac, tac, tac. Eh bien, oui, elle est là. Donc INT, c'est le type primitif. Et la classe au wrapper qui l'enveloppe, en fait, c'est integer. Eh bien, integer, en fait, il va contenir des méthodes comme par exemple le parse
analyser un string pour le transformer en un entier. Et donc, je vous avais montré un exemple. Vous avez par exemple ici, si je tape int nombre est égal à 5, et que je viens ici et je tape nombre, point, je n'ai rien ici. Par contre, il suffit juste de changer le type à integer, et du coup, nombre, il va avoir des super pouvoirs. Donc, equals, donc la capacité de comparer, récupérer la valeur double, donc, voilà, hop, des informations, hein, vous voyez tout ça. Donc, le maximum entre deux nombres, compare tout, parse, soit analyser. On peut partir d'une valeur de type string, par exemple, le 5, mais en string, le transformer en un entier. C'est ça, en fait, un peu le wrapper. Et donc, alors, c'est les mêmes règles pour les autres types. Il y a aussi la notion du boxing, unboxing. Le boxing, unboxing. Je te laisse l'expliquer. Ouais, en fait, c'est juste quand on essaie de convertir en fait, un type. Déballer. Ouais, déballer ou bien le contraire. Donc, le boxing, en fait, c'est emballer. Je prends 5 et je l'emballe dans un type integer parce que je lui donne des super pouvoirs. Donc, le unboxing, c'est pénaliser un entier avec des ailes, des super pouvoirs. Voilà. Et donc, du coup, je lui retire tous ses super pouvoirs et je le transforme en un niente. Voilà, le pénaliser. Et donc, alors, vous avez la même chose. Regardez. Eh bien, ici, il suffit juste parfois de changer. Regardez, Java est un langage case sensitive, sensible à la casse. Mettre un B en majuscule n'est pas la même chose de mettre un B en minuscule. Ça va? Long, pareil. Short, pareil. Et donc alors, voilà, ça c'est juste un exemple donc, qui va nous permettre de stocker des valeurs. Donc dans un tableau, bon, donc ça, voilà, bof. Et ensuite vous avez un TD ici. Voici un TD. Donc j'aimerais votre réflexion là-dessus. En fait, vous avez un bout de code. Donc je l'ai nommé donc nettoyage d'une liste. Donc qu'est-ce qu'il fait ce bout de code? Donc vous avez une liste words. Et vous allez parcourir cette liste. Et vous allez récupérer à chaque fois chaque élément de cette liste. Vous allez vérifier. Est-ce que la longueur de cette liste est strictement inférieure à 4? Si oui. Pardon? La longueur du mot. Word.length. La longueur du mot, pardon. Oui, exactement. Donc, c'est la longueur du mot. Et donc, alors, vérifier si la longueur du mot est strictement inférieure à 4. On va la retirer de la liste. Ça va? Donc, c'est un traitement simple, un grand standard. Maintenant, j'ai deux questions pour vous. Donc, quel est le but du code? Ce que je viens d'expliquer. Plutôt la deuxième question. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Bon, on s'en fout. Quel est le problème avec le code? On retire des mots de la liste alors qu'on est dans une boucle for qui est sur la liste. Bah, en fait, la size, elle va changer. On va boucler et on risque de sortir de la liste. On se retrouve avec une liste qui ne fait plus la même taille. Sortir effectivement intégrer. Moi, ma question, est-ce que les autres voient ce problème? Ce que donc Florian vient d'expliquer. Ceux qui ne voient pas, en fait, ceux qui ne voient pas dans ce code lèvent leur main. Voilà, pour vous discuter un peu. Il y en a qui font comme ça. Je vois, mais je suis pas sûr si je vois ou pas. Non, mais en fait, donc c'est ça en fait. Ici, ce qui se passe, c'est que, regardez, donc on se base sur la taille de la liste words, donc pour effectuer un traitement. Ce qui se passe en fait, souvenez-vous, je vous expliquais la notion du variant lors du module algorithmique et je vous ai expliqué 4 règles. Le variant doit respecter donc 4 règles. La première chose,
on déclare cette variable. La deuxième chose, on initialise cette variable. La troisième chose, on utilise cette variable. Et la quatrième chose, on modifie. La quatrième étape, on modifie cette variable. Mais l'étape la plus importante, c'est que la règle dans une boucle, doit être respectée après chaque itération. Ça veut dire que les valeurs que ce variant va prendre doivent, à un moment donné, réaliser la condition d'arrêt. Sinon, ça ne va pas. Ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va se baser sur la longueur de la liste. Mais le problème, c'est qu'ici, cette longueur va changer. Ce qu'à un moment donné va nous causer un Haussmann. Une boucle infinie. Hein? Une panique. Et donc, alors, ici, c'est ça le problème. En fait, le Paris-Mou, ça risque pas trop d'être une boucle infinie, mais surtout d'être un null pointer exception. On risque de pointer en fait vu qu'on va sortir de la liste. Oui, parce qu'en fait, effectivement, tu as raison. Si on utilise le remove, donc de toute façon, on sera d'office moins que la valeur maximale de la liste. Et on risque en fait effectivement d'avoir un null pointer exception. Maintenant, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous me proposez comme solution? Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Ça fait partie du cours. Hein. Merci l'effet sonore. Sonoriste avec moi. On contrôle comment le i est implémenté. Et donc alors, qu'est-ce que vous proposez comme alternative? C'est comme ça, on met juste i, on l'implémente manuellement à l'intérieur de notre boucle. Si on enlève un mot, on l'implémente pas, et du coup, ça compense la variation. Très bien. Très bien. Et donc alors, ici j'explique le problème. Effectivement, donc la solution c'est quoi? C'est corriger, c'est juste un pseudocode ici. Hein. Si la condition est vraie, on enlève l'élément. Donc sinon on incrémente. Et donc alors on n'incrémente pas d'office aveuglement, on n'incrémente que si on retire un élément. Que si on ne retire pas d'élément. Eh bien, on utilise la boucle while ici. Ça va? Et l'incrémentation va se faire dans un else, tout simplement. Ça, c'est la version corrigée. Ici, c'est juste avant. Maintenant, la question qui se pose, vous qui avez vu donc les tableaux, d'accord, et les array listes. Donc les tableaux et les listes. Et donc alors, choisir entre les array listes et les arrays. Les arrays, c'est simplement les tableaux que vous avez utilisés jusqu'à maintenant. Eh bien, pour la plupart des tâches de programmation, les array listes donc, sont plus faciles à utiliser que les tableaux. Et vous l'avez compris, parce qu'à chaque fois que vous faites une modification, il va y avoir une copie, et puis alors, repeupler le tableau et ajouter les éléments, les nouveaux éléments. Donc, recommandation, si la taille d'une collection ne change jamais, utilisez un tableau. Donc, si vous collectez une longue séquence de valeurs de type primitif et que l'efficacité vous préoccupe, utilisez un tableau. Donc, sinon, utilisez une liste de tableaux. Donc, un petit tableau récapitulatif entre les deux, donc arrays et puis array list. Donc je vous invite à faire ce petit exercice. Vous allez simplement donc écrire une classe donc qui va lire des valeurs et va les stocker dans une liste. Dans une liste saisie par l'utilisateur. Et l'utilisateur peut quitter à tout moment en tapant Q. Écrivez le code qui recherche et affiche le plus grand entier. Voici un exemple d'exécution. Donc un exemple d'exécution
vous ajoutez donc un tag ici, hein, donc pour indiquer la plus grande valeur. On va le faire, hein, ça va, on va vite le faire. Donc on va ajouter une deuxième classe avec la méthode main. Donc je vais appeler ma classe get larger, donc app. Get larger app. Et je vais cocher donc la case ici pour générer la méthode main. Et donc alors ici, je vais décomposer mon problème. La première chose, c'est déclarer. Ça va? Vous avez créé la classe? Je vais déclarer la liste. Deuxième étape, donc lire les valeurs saisies. Troisième étape, trouver la plus grande valeur. Décomposer, hein. Décomposer. La quatrième étape, afficher toutes les valeurs en indiquant la plus grande parmi eux. La plus grande. Ok. Et donc alors j'ai 4 sous-problèmes et chaque sous-problème, la solution pour moi est évidente. C'est comme ça qu'on simplifie un peu l'implémentation. Donc array list de type, allez, je vais utiliser double values est égal à new array list double. Ça va? Point virgule. Donc deuxième sous-problème, c'est quoi? C'est lire les valeurs. Donc j'invite l'utilisateur à saisir les valeurs et Q pour quitter. D'accord? Donc sysout. Donc veuillez saisir des valeurs Q pour quitter. Et donc alors, du coup, je vais utiliser un scanner. In new scanner. Je vais utiliser le flux in point virgule. Ok. Là, maintenant, je vais ajouter les éléments. Donc while has next. Donc je vais choisir la deuxième version, ça va. Hop. Condition has next. In.has next, ce sera has next donc double. Donc pour le convertir, tant qu'on y est, hop,
Ouais, mais on va lui montrer aussi un string dans le scanner. Donc, dans le scanner, donc on va entrer une valeur. Parce qu'à un moment donné, il faut bien lui rentrer Q. Oui, ouais, tu as raison. Donc hasNext. Donc la suite, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va récupérer donc la valeur saisir. Et on va la convertir en quoi? On va la convertir en un double. Ce qu'on va faire en fait ici, donc pour simplifier, on va mettre cette instruction dans un try catch. Ici, la conversion échoue, c'est qu'on a introduit autre chose, entre autres Q. Et donc alors il va sortir de la boucle while. On va mettre un break alors. Ou bien on va respecter un peu ce qu'on avait fait ici. Hein? Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc pour implémenter cette condition d'arrêt. Mais là, du coup, il faut mettre que in.hasNextDouble. Parce que on peut faire si peu importe ce qu'on va taper, là, il y aura toujours un next. C'est ça exactement. hasNextDouble, oui. Avec un break, ça fait de l'autre côté. Et hasNextDouble, en fait, on résout notre problème, en fait. Pourquoi? Parce que si on tape autre chose que double, il va ignorer, il va pas entrer dans la boucle. C'est ça. Ouais, du coup, il sortira même si c'est pas Q. Oui. Autre chose que Q, donc ici. On peut faire un undo while. De quoi? Un undo while. De while. Différent de while in has next double, différent has next différent de Q. Ok. Donc on peut faire un do while. Ouais. Do while. Et là on va récupérer. hasNext différent de quoi? De Q. Compatible type boolean and string. Parce que hasNext en fait il retourne un boolean. Est-ce qu'il a un string ou pas? Donc ce qu'il faut faire c'est récupérer la valeur saisie, c'est next. Mais du coup si on tape next double, next ici, le next est appelé après avoir appelé le hasNext. On risque en fait donc de se planter là, ici. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre le while dans le jeu aussi. Ouais. On va compliquer un peu le code si on fait comme ça. On peut faire juste avec le while, mettre ESC, enfin in.next, point, equal in your case Q, et du coup, on peut mettre quelque chose de différent. Quoi tu dis? T'as fait quoi? Dans la condition du while, donc après le in.hasNextDouble, on met un n, W, voilà, différent, le point d'exclamation, de in.next.equals in your case Q. Donc le problème, si tu fais comme ça, donc in.next, donc in.next, next, hasNext. Pourquoi si je fais comme ça, next est différent de De Q. Non, c'est le point d'exclamation, il est avant. Point d'exclamation. Ah oui. In.next. Comme ça. Equals in your case. Next quoi?
après le point next. Donc in.next. Donc le... Faut continuer dessus. Ouais. Point equals message. Ah oui. Equals quoi? Equals, oui, equals, uppercase. Ouais. Le problème, oui, c'est un problème. Ce n'est pas un problème en même temps, parce qu'en fait ici, donc cette partie de la condition est vérifiée toujours après cela. Et donc alors, du coup, le next donc, ne sera évalué que si il y a un élément. Donc ici, ça résout un petit peu le problème. Le premier problème est résolu. Donc le deuxième ici, donc on va saisir, si on met as next double, ce sera jamais autre chose qu'un double en fait. Donc si ce n'est pas un double, on ne va même pas évaluer cette condition. Donc logiquement parlant, on ne va jamais évaluer cette condition. Sauf si on met ici has next tout court, et dans ce cas-là, has next, oui, il y a un élément, et cet élément est différent de Q. Donc là, on peut faire comme ça. Et pourquoi ne pas faire comme ça? Tout simplement, donc as next double, on vire tout ça, et là, veuillez saisir des valeurs. Ça marche. Hein? J'ai une version qui marche. C'est un try catch et un break. Justement, parce qu'on n'a pas encore vu les exceptions, j'ai pas envie de les intégrer ici. On va faire comme ça, donc veuillez saisir des valeurs. Là, on peut faire du coup un next line et faire regarder si en fait, ce qu'on a rentré contient uniquement des choses qui sont possibles de transformer en double. Donc introduire un next line, c'est ça? Ouais. Et dire que seulement. Ouais, non, ça serait plus simple avec si on travaillait en ligne en fait. Ouais, écoutez, on va faire comme ça. Donc c'est pas le but de l'exercice. On va faire comme ça, ok? Et donc alors on va récupérer le double ici. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajouter directement dans la liste. Notre liste, en fait, il s'appelle quoi? Il s'appelle donc liste values. Donc values.add. Hop, hop, et voilà. Donc values.add. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer une recherche dans cette liste. Okay. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est chercher la valeur la plus grande dans cette liste. Et donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On a implémenté cet algorithme de tri à plusieurs fois. Cet algorithme donc de recherche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va récupérer la première valeur de la liste. On va la stocker dans une variable temporaire. Ça va? Max, par exemple. Et on va vérifier. Donc on va parcourir toute la liste. Si une des valeurs de la liste est plus grande, ben, on va mettre à jour la valeur de max. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Double max est égal à quoi? Values point get quoi? Get 0. Ouais. Ensuite, on va utiliser une boucle for, histoire de diversifier un petit peu. Hop. Voilà. Et dans cette boucle for, on va parcourir les éléments de quoi? De la liste values. Et on va faire notre test. Donc ce sera quoi notre test? C'est hop, if values point get i. C'est size pour values dans la boucle. Exact. Ouais. Donc on va utiliser size, la méthode size. Hop. Et ensuite, on va faire notre comparaison. Donc si la valeur courante est plus grande que la valeur maximale, dans ce cas-là, on va mettre à jour max. Values.getI.
coup, on peut commencer la boucle à 1. Vu que la première valeur, c'est... Parce qu'en fait, c'est définie comme la plus grande. strictement... Ah oui, Donc, ouais. on peut commencer I à 1. You're right. Ça va tout le monde? Ouais. Je continue. Vous voyez, donc j'ai décomposé mon problème, maintenant. Les sous-problèmes rendent des sous-solutions évidentes qui sont aux yeux, et donc alors, voilà. L'étape suivante, c'est afficher toutes les valeurs en indiquant la plus grande. Et donc alors, je vais utiliser une boucle for each cette fois-ci. Et dans cette boucle, donc je vais faire quoi? Je vais simplement afficher les éléments. Ensuite, après l'avoir affiché, je vais utiliser un print ici, ça va? Print, parce que j'aimerais afficher le tag indiquant l'élément le plus grand dans la même ligne que l'élément en question. Et donc alors ensuite, je vais, dans la même boucle for, faire un check. Donc elements, si l'élément courant est égal à max, il doit à un moment donné avoir la valeur de max, eh bien, je vais simplement ajouter un sysout. Encore une fois, pas de ln ici. Hop. Valeur maximale. Voilà. Et après, je vais marquer la fin, le traitement de la fin de ma ligne. Donc j'exécute mon code, run as, Java application, hop, vous pouvez saisir des valeurs, 2, 4, 6, 32, autre chose pour sortir, et voilà, valeur maximale, 32 c'est la valeur maximale. Ça va? Et donc alors ici, voilà, on va continuer. Donc ce module en fait est un peu plus détaillé, donc il contient pas mal de choses, donc il y a plus ou moins 109 slides. Mais sachez qu'il y a donc pas mal de slides qui détaillent donc certains concepts. Donc moi je vais donc vous expliquer un peu donc les grandes lignes avec les exemples. Il y a des choses que voilà, j'explique une fois et que vous les avez compris, je ne vais pas les réexpliquer, mais ils sont dans le support. Donc alors, que contient les noms de liste de tableaux après l'exécution des instructions suivantes? Donc ici, voilà, add Bob. Eh bien, c'est clair que ici, on va écraser Bob par Anne. Que contient donc, donc Bob par Anne et puis Anne par Cal. Donc vous allez voir donc Anne Cal. Donc vous avez cette notion de liste liée. Donc la liste liée, en fait, donc ce sont des éléments. Donc l'un pointe vers l'autre. Et donc ici, vous avez une liste doublement chaînée, c'est-à-dire que vous pouvez aller vers l'avant comme vous pouvez aller vers l'arrière. Donc c'est quoi ça? Donc ici, ok. Donc vous voyez un peu le mécanisme de l'ajout dans une liste liée. Donc cette liste liée, donc l'ajout ou bien la suppression sont efficaces parce qu'en fait on a ce qu'on appelle un accès séquentiel. Donc ici, vous avez quoi? Lors de l'insertion, l'ajout ou la suppression d'un nœud, donc seules les références de nœuds voisins doivent être mises à jour, contrairement au tableau.
Au tableau, si vous voulez ajouter un membre dans un tableau de 5 millions de membres, il faut parcourir les 5 millions. Là, par contre, non, c'est juste les références de nœuds voisins qui doivent être mises à jour. Et donc, dans quel contexte utiliser cette liste chaîne? Donc, c'est juste dans des trucs universitaires, dans des labos et tout ça. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé des listes liées sur l'application. J'utilisais souvent des listes et des maps. Ça va? Bon. Ils sont bien pour expliquer un peu le concept des listes, mais dans un vrai contexte. En tout cas, des applications de gestion, voilà. Donc, vous êtes préoccupé par l'efficacité de l'insertion ou du retrait d'éléments. Ouais, donc dans ce cas-là, vous utilisez une liste liée. Vous avez rarement besoin d'un accès aux éléments dans un ordre aléatoire. Hop. Donc, la classe linked list du framework de collection Java. Donc, classe générique, quelques méthodes. Tac. Donc, get first, vous voyez, add first, add last. Donc, list iterator. Et donc, alors, dans une liste, en fait, vous aurez souvent besoin de ce qu'on appelle un itérateur de liste pour accéder aux éléments d'une liste. Donc, alors, sur la liste, regardez, vous avez employee names. Donc, ça, supposons que c'est une liste linked list ou bien une map, on n'a pas encore vu les maps. En fait, il suffit juste d'appeler la méthode list iterator sur la liste et vous allez récupérer ce qu'on appelle un itérateur qui va vous permettre, c'est comme un curseur, vous voyez, un curseur dans une liste. Vous vous déplacez dans la liste, et bien vous avez un objet qui vous permet justement de scroller, si vous voulez, une liste. Et l'objet, la classe type, en fait, c'est list iterator. Donc ici, on traite des strings, et bien on va la typer sous forme de string. Et voici un exemple d'utilisation. Donc si vous aurez besoin dans un des exercices, c'est le slide, donc 41. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Simplement, vous appelez le hasNext et next sur l'itérator. Donc c'est la même chose que quand vous utilisez une boucle for each ici. Donc hasNext et next. Voici un exemple complet, ça va, vraiment un extrait qui vous montre comment ça marche. Vous avez la liste, linked list, vous récupérez l'itérateur et vous bouclez pour récupérer les éléments. Vous avez un petit exemple ici qui montre avec un schéma comment ça marche la méthode add. Donc, ajouter un objet après l'itérateur, donc déplace ensuite la position de l'itérateur. Donc, itérateur.add Juliette, voici ce qui se passe en mémoire. Initial list itérateur, donc position, vous voyez là, le pipe rouge ici, la barre verticale. Et donc, alors, after calling next, quand vous appelez la méthode next, il va se déplacer le curseur d'une position, donc vers l'avant, donc next, voilà. Ensuite, after inserting, une fois que vous avez inséré la lettre J, eh bien, il va s'intercaler entre D et H. Ça va? Une vue conceptuelle de la liste d'itération. Donc, liste itérateur. Donc, itérateur has next, itérateur.next. Et là, vous travaillez avec name ici. Tac. Bon. Vous appelez la méthode remove. Ça, c'est le code qui est illustré ici avec ce petit schéma. Donc, liste itérateur. Vous avez toutes les méthodes ici. Donc, les collections TD. Donc, l'objectif de ce TD ici, c'est écrire une classe de test linked list des mots qui permet de créer une liste liée du personnel pour conserver les noms du personnel d'une entreprise. Donc, c'est une liste de chaînes de caractères. Donc, insérer 4 noms à la fin de la liste, créer un itérateur de liste pour pour staff list, donc liste des employés. Donc, itère dans la liste, utiliser liste itérateur. Donc, itérer donc sur les 2 premiers éléments. Après avoir itéré donc le deuxième élément, ajouter 2 nouveaux noms. Donc supprimer le dernier élément, traverser et donc imprimer la liste. Donc je vous laisse faire ce TP, on le corrigera après la pause. Ok.